Salut, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure de mon CV, c'est Passika, votre happiness coach. Bienvenue au Boost Interview. Aujourd'hui, j'ai en face de moi Akin Ngoy. Bonjour Akin. Bonjour Passy. Comment ça va? Très bien toi. Je suis très contente en tout cas de t'avoir avec moi aujourd'hui. Plaisir est partagé. Merci en tout cas d'être venu. Alors Akin, qui es-tu? Alors, Akin Ngoy, c'est un entrepreneur d'origine congolaise et fondateur de l'organisme A15. D'accord. L'organisme en 15, qu'est-ce que c'est? L'organisme A15, c'est un organisme de formation D'accord. qui accompagne les porteurs de projets et entrepreneurs dans la création et développement de leur entreprise. D'accord. Création et développement de l'entreprise, en fait, ça consiste à quoi exactement dans la profondeur? Alors, en deux points. Le premier point, c'est que pour le porteur de projet, c'est l'accompagnement dans la structuration. D'accord. Donc on encadre et on accompagne pour qu'ils puissent se lancer dans les meilleures conditions. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des personnes qui se sont déjà lancées mais qui rencontrent des difficultés dans l'atteinte de leur objectif. Et aussi pour ceux qui veulent scaler, c'est-à-dire qui veulent développer leur projet mais qui n'ont pas les compétences requises ou les stratégies nécessaires pour se développer. Donc on intervient pour les accompagner et faciliter leur développement. À part ton organisme, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je sais pas, tu es auto-entrepreneur, en fait, tu fais quoi? À côté, je suis responsable de réception dans une entreprise qui travaille dans le transport, logistique et livraison dans l'alimentaire. D'accord, dans l'alimentaire. Ok, et vous avez, enfin, tu as fait des études pour ça? Non, pas du tout, moi je suis autodidacte. Autodidacte? Disons que je me débrouille tout le temps et j'ai atterri là par les connaissances que j'ai acquises en me formant tout seul. D'accord. Waouh. Ça n'a pas été facile, ça a été facile, ça a été comment en fait? Mon parcours? Oui. Mon parcours n'a pas été... mon parcours n'a pas été facile. Au début, c'était très difficile parce que on commence toujours petit. On commence toujours petit. Donc j'ai fait la plonge, j'ai fait un peu de nettoyage, j'ai fait tous les métiers qu'on pouvait faire pour s'en sortir, un peu de livraison ici par là, et puis j'étais à la rue donc je me débrouillais. Et par la suite, à la rue? Ouais. Comment ça se fait que tu étais à la rue? Tu t'es retrouvé à la rue? Oui, la rue, à dormir hors lit, pendant que les gens voyageaient, moi je dormais, et puis c'est dû à une mauvaise gestion. Aussi, personnel? Oui, une mauvaise gestion des finances, mauvaise gestion des relations, une mauvaise gestion de la vie. D'accord. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne en charge ma vie. D'accord. Parce que personne n'allait venir m'aider, ou en tout cas me donner les clés pour m'en sortir. Chose que j'ai faite, je me suis formé, j'ai changé d'environnement, changé de fréquentation, j'ai tout changé. Mais je me suis surtout changé. C'est très important ça et c'est très fort parce que la plupart du temps en fait les gens ont tendance en fait à en vouloir aux autres. La plupart du temps les gens ne se remettent pas en question. Parce que tu t'es retrouvé par exemple dehors, mais il n'y avait personne pour t'aider parce que je pense que la famille... Il y avait, mais en fait il y a un point important, c'est vrai que souvent on va indexer les autres. Et dire que c'est de la faute d'un tel, il n'a pas fait. En réalité, les gens ne sont pas obligés d'aider. Voilà, exactement. Oui, s'ils veulent t'aider, ils le font. S'ils ne veulent pas, on ne peut pas leur en vouloir. Maintenant, j'avais aussi 27 ans à l'époque. À 27 ans aussi, tu dois avoir une certaine avec maturité. 27 ans, tu es quand même grand, tu n'es pas petit. Donc c'est justement pour ça que je dis que je ne pouvais pas aussi aller prendre mes bagages et déposer chez les gens, dire aidez-moi, quoique c'est pas mauvais, mais moi je ne voulais pas. Donc je me suis dit tu vas souffrir un bon moment et ça va passer, mais il faut que tu passes par là parce que tu as fait des mauvais choix, tu vas assumer. D'accord, et en étant dehors, qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais? C'est là que tu t'es retrouvé à faire... Non, j'étais d'abord... j'ai fait de la dépression. J'ai fait de la dépression, j'ai voulu me suicider, je suis passé par un moment très dur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es sorti de ça, de la dépression tout seul, où tu as eu de l'aide? Indirectement, en fait, la première des choses, c'est que j'étais très en colère. En colère parce que je me suis dit,
c'est pas possible. J'ai pas été créé pour finir SDF et mourir comme ça. Donc j'étais très fâché. Et je me suis dit, en fait, tu as deux choix. Premier choix, soit tu restes à la rue et tu souffres, ou soit tu souffres pour sortir de la rue. Dans les deux cas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, exactement. Donc choisis ta souffrance. Donc je me suis dit, je vais souffrir pour sortir de la rue. Et sans vouloir faire du prosélytisme, j'étais en colère et j'ai prié. J'ai prié comme ça, texto. J'ai dit, écoute Dieu, moi je ne t'ai pas demandé de me créer. Wow. Donc ces histoires d'être SDF et dormir à la rue, c'est pas pour moi. Soit tu m'aides à m'en sortir et je te servirai jusqu'à la fin de ma vie, ou alors tu me laisses, mais je te promets que je vais m'en sortir. Ça va être plus dur, je vais m'en sortir, mais je dirai à tout le monde que tu es un faux Dieu, tu n'existes pas. Et j'ai dormi. Ensuite, j'ai eu ce qu'on appelle une vision, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais et c'était clair pour moi, c'était la réponse à ma prière, et 3 jours après, je sortais de la rue. C'était une expérience divine. Mais pause. Mais il faut avoir un degré de foi pour parler comme ça, pour te dire, bon, Dieu, je suis là, mais... Ouais, en fait, je ne suis pas non plus un exemple à suivre au niveau de la foi, mais je sais qu'une chose qu'on ne pourra jamais m'arracher, c'est qu'on ne pourra jamais me faire croire que Dieu n'existe pas. Amen. Et on ne pourra jamais me faire croire que Dieu ne m'aime pas. Tu vois, ça, je sais que je suis imparfait, mais l'amour de Dieu pour moi, je sais que là où je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et là, j'étais vraiment au bord, j'avais plus le choix. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes proches, personne ne pouvait m'aider. C'est pour ça que les gens des fois me disent, mais tu n'as pas de famille. Non, si, mais il y a des combats dans ta vie. C'est toi et Dieu. Exactement. Et là, c'était mon combat, moi et Dieu. Mais c'est important aussi que tu as compris que c'était un combat, toi et Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est ça toute la difficulté. Exactement. Il y a des moments où tu dois discerner. Même si tu es bien entouré, laissez-moi dans mon désert. Là, c'était mon désert. C'était moi, mon Dieu, mes problèmes. Waouh. Donc, j'avais pas le choix. J'ai prié comme ça, avec beaucoup d'arrogance, beaucoup d'insolence. Mais mon cœur avait besoin de parler. Et j'ai parlé comme j'avais à cœur. Et j'ai dit ça. Soit tu m'aides et je m'en sors, je vais te servir. Soit tu ne m'aides pas. Je m'en sortirai quand même parce que tu m'as donné ce caractère. Et je te promets que je vais faire le contraire de tout ce que tu veux. Et il m'a aidé. Waouh. Ouais, et donc, quelques jours plus tard? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire. J'ai planifié de prendre un travail à côté et à faire du business à côté parce que je me suis dit, tu sais te débrouiller et faire de l'argent, mais c'est pas ça qui va t'aider à sortir de la rue tout de suite parce qu'il faut des fiches de paye, il faut beaucoup de choses. Donc je dis, tu vas faire les deux. Je faisais déjà du business à l'époque, mais j'avais très mal géré. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis dit, tu vas faire autrement. Tu vas garder un travail pour garder un aspect social stable. Et tu vas travailler ton business à côté. Donc j'ai commencé à faire du business, j'ai trouvé des clients et j'ai trouvé un travail à Orly. Donc je travaillais à Orly Sud et je dormais au parking -2. Tu vois. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé le travail, donc forcément fiche de paye. Dès que j'ai trouvé le travail, j'ai pris un petit logement en colocation. Et ensuite j'ai commencé à faire du business et les clients sont venus. Ça m'a permis d'avoir de l'argent, ça m'a permis d'avoir l'argent du salaire et comme ça structurer. Mais sortir de la rue, c'est une chose, mais sortir la rue de toi, c'en est une autre. Exactement. Il m'a fallu. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce petit logement, mais je vivais toujours comme à la rue. Je dormais par terre. Wow. Je dormais par terre, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. J'avais peur quand je dormais, je tremblais. J'avais peur que l'argent ne vienne pas parce qu'on vient de me dire encore qu'il y avait retard de loyer. J'avais très peur. J'étais un homme brisé. C'est Dieu qui t'a brisé au final. Ah oui. C'est Dieu qui t'a brisé en fait pour connaître sa grandeur. Oui, non, là j'étais brisé. J'étais un homme brisé. Est-ce que avant tu priais? Avant ça? Je priais, mais j'étais très hypocrite. C'est-à-dire que je priais, je prêchais même à l'époque, je me rappelle, mais j'avais une autre vie de ce que je prêchais. J'étais tout jeune, j'apprenais, mais choses à ne jamais faire. Comme on dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est un homme aura semé, le moissonnera.
Et je priais, mais là, toute cette expérience jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça m'a peaufiné. Tu vois, ça m'a nettoyé, ça m'a rendu, voilà, je suis plus brut. Tu vois, c'est un diamant poli. Et là, aujourd'hui, malgré mes imperfections, je suis authentique dans mes erreurs. Ça veut dire que j'ai plus besoin de jouer un rôle. Il n'y a rien qui est caché. Voilà, celui que je suis aujourd'hui, c'est celui que je suis dehors, c'est moi. À l'époque, je pensais qu'il fallait être le saint, le pieux, alors que non, si tu veux être parfait, prends directement la place de Dieu et c'est réglé. Et on sait que celui qui a voulu prendre sa place, on sait comment il a terminé. Exactement. Donc non, je préfère être comme je suis, authentique, avec mes défauts, mes erreurs, et c'est bien comme ça. Mais on cherche toujours à s'améliorer. Exactement. Mais s'améliore chaque jour. Exactement. Donc oui, je priais, mais j'étais bancal. Et après, donc, tu as commencé à avoir des clients, tu étais quand même encore à Orly. Après, tu as trouvé un logement. C'est ça. En colocation, c'est ça? Oui, en fait, parce que j'ai eu beaucoup dans ma vie très tôt. C'est-à-dire l'argent, ce qu'on peut aimer dans le monde. Okay. L'argent, les belles voitures, un grand logement, j'ai eu ça très tôt. Mais quel âge? J'ai commencé, après c'est vrai que tous les business n'étaient pas licites. Mais depuis l'âge de 16 ans, j'avais déjà ce que des personnes de 50 ans n'avaient pas dans leur vie. Et donc quand tu reçois les choses facilement, tu n'as pas le goût. Surtout tu ne connais pas la valeur. Tu ne connais pas la valeur de ces choses-là. Donc je dilapidais. Donc on pouvait aller au McDo avec 500 €, acheter des McDonald's à 500, acheter à tout le monde, acheter des vêtements. Aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, il n'y a pas d'intérêt. C'est pas mauvais, chacun vit sa vie comme il veut. Mais me concernant aujourd'hui, vu que je connais le goût de ces choses et la valeur de ces choses-là, je ne rigole plus avec ça. Donc, je me suis dit, tu vas recommencer ta vie, tu vas aller étape par étape. Donc, pour sortir de Orly, quand je dormais là-bas, je me suis dit, ne cherche pas un grand appartement, prends quelque chose, un toit. Donc, je me suis dit, tu vas commencer par une colocation. J'ai pris une colocation. Comme ça, les charges sont partagées. Exactement. Je ne payais pas beaucoup, 400 € à peu près. C'était, avec le salaire que j'avais à l'époque, c'était bien. Je pouvais m'en sortir, mais je vivais mal. C'est-à-dire qu'il y avait toujours la rue en moi. Physiquement, je n'étais plus à la rue, mais j'avais toujours la rue en moi. C'est-à-dire que, comme je te disais, des crises d'angoisse, stress, panique, hygiène de vie, j'avais la peau qui pelait, j'étais très très sale. Quand tu restes à la rue, c'est très dur. Donc, il fallait maintenant faire un travail interne pour faire sortir tout ça et commencer à reconstruire. Ça m'a pris 2 ans. Wow. Oui, ça m'a pris 2 ans parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens. J'ai cherché des personnes à qui parler, même des inconnus. Mais l'erreur que les gens font, c'est que quand quelqu'un est dans une détresse et qu'il vient te parler, tu n'as pas besoin de parler, juste écoute-le. Écoute, exactement. Ouais. Et moi, je suis tombé sur des gens, ils m'ont dégoûté de l'être humain. C'est-à-dire que tu expliques ton histoire et tu as des personnes qui vont essayer de te dire, oui, mais tu aurais dû faire comme ça. Comme ça, comme si. Mais viens vivre ce que j'ai vécu. Passe par mes épreuves. Ils vont même te juger en fait au final. Mais c'était ça. C'est ça. Je me suis dit finalement, mais je suis dégoûté des humains. Je me suis séparé, j'ai dit je vais m'en sortir, je vais m'en sortir seul. Je vais me faire, il n'y a pas de problème parce que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va juste écouter. J'ai juste envie de déverser ce qu'il y a dans mon cœur. Je n'ai pas trouvé et je me rappelle à un moment donné, je me suis levé, je dis c'est trop. J'avais des palettes de médicaments, je dis je vais prendre ça, je veux juste mourir, je vais en terminer. Wow. Là c'était vraiment... Et j'ai une amie qui est infirmière qui m'a dit Hakim, tu ne voulais pas te suicider, c'était un appel à l'aide. Parce que si tu voulais vraiment te suicider, tu l'aurais fait. Elle m'a dit je travaille avec beaucoup de gens dépressifs. Et ce que tu as fait, c'était un appel à l'aide. Parce que si tu voulais vraiment le faire et partir, tu l'aurais fait. Tu l'aurais fait, ouais. Exactement. Ouais, tu n'as pas tort, effectivement, c'est vrai, j'avais besoin d'aide. Et donc, petit à petit, j'ai des amis comme ça qui sont venus.
Et c'est là où j'ai vraiment changé mon environnement et mes fréquentations, et qui ont été bienveillants, tu vois, qui ne m'ont pas jugé, qui m'ont parlé, qui m'ont aidé. Tu vois, parce que quand tu as la réputation d'être quelqu'un de fort, quand tu dis que tu es fatigué ou que ça va aller. Non, j'ai besoin. Donne-moi plus. J'ai besoin de plus. Et toi, tu n'as jamais de problème. Exactement. Jamais Et c'était ça l'un des problèmes. Tu vois, donc il m'a fallu 2 ans pour vraiment sortir la rue de moi et recommencer une vie stable. Et depuis que tu es sorti de la rue, depuis que tu as repris ta vie, Dieu merci, en tout cas, je vois que Dieu fait bien les choses. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé en fait, en tant que projet personnel? Le premier projet personnel que j'avais, c'était de me retrouver. Parce que j'ai fait beaucoup de projets professionnels et chaque projet que l'on construit est à l'image de notre personne. Exactement. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va se manifester dans ce que l'on fait. Notre caractère, notre personnalité se manifeste dans nos projets. Et à un moment donné, je reconnaissais ça et je disais, c'est pas bon. Je peux avancer, je faisais de l'argent. Mais je dis, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je veux bâtir quelque chose, des entreprises qui créent de la richesse générationnelle. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais brisé, j'étais bancal, je n'étais pas construit. Donc, je dis, je vais d'abord commencer par moi. Je vais me reconstruire, me retrouver. Donc là, c'est bon. Là, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pardon, c'est pour ça que je te disais que aujourd'hui, l'une de mes fiertés, c'est que je sais que je suis authentique. Dans ce monde où on prône le faux, où il y a beaucoup de fake, je sais une chose, c'est que moi, je suis, comme beaucoup d'autres sur moi, mais en tout cas pour moi, je suis authentique. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais on ne pourra pas me retrouver forcément dedans. Mais je sais que ce que je dis, ce que je fais, c'est en accord avec ma vie, que les gens ne voient pas forcément. C'est très important. Donc ça, c'est le premier projet, me reconstruire, me retrouver. Le deuxième projet, du coup, c'est A15. Parce que même l'agence qu'on avait, j'ai tout fermé. D'accord. Je ne me retrouvais plus dedans. Et je voulais un projet qui me ressemble, qui me parle. Tu avais une agence de quoi? Ah, c'était une agence de communication. D'accord. Une agence de communication, c'est celle-là d'ailleurs que j'ai créée lorsque j'ai commencé à faire du business à Orly et qui m'a ramené les clients qui m'ont permis d'avoir un flux d'argent qui rentrait et de m'en sortir beaucoup plus facilement. Mais je ne m'y retrouvais plus en termes de valeur et personnalité que j'avais mis dans l'entreprise, ça ne m'intéressait plus. J'ai arrêté et je suis reparti sur une des nouvelles bases par rapport à ce que je commençais à créer. D'accord, donc là maintenant c'est A15. A15, oui. Entre parenthèses, tu avais sorti un livre. Oui, le e-book, L'âme d'un guerrier. L'âme d'un guerrier. Ouais, ça parle de quoi? L'âme d'un guerrier, en fait, c'est dans la continuité de ce que je te disais tout à l'heure, que je ne trouvais pas des personnes à qui parler. Et j'aime beaucoup écrire depuis longtemps, et là, l'écriture, c'était un remède pour moi. D'accord. Donc, je l'ai écrit pour moi, j'explique toute mon histoire, enfin, beaucoup de détails en tout cas, mais il y a des points que je garde par pudeur. Je parle de mon parcours depuis mon enfance, parce que tu sais, juste une parenthèse, moi je suis congolais, et chez les Congolais, il y a beaucoup de sujets tabous. Exactement. Notamment les attouchements sexuels au sein des familles. C'est un fléau et on n'aime pas en parler. Tu prends 10 Congolais, sur 10 Congolais, il y en a 9,5 qui ont été touchés par quelqu'un dans leur famille. Et ce qu'on ne s'en rend pas compte ici, c'est que l'attouchement crée tellement de blessures internes, ce qui fait qu'il y a des personnes qui grandissent et qui font des choses en rapport à cet acte. Par exemple, moi, pour être concret, dans mes relations, je devais absolument connaître intimement la femme pour qu'il y ait cette preuve d'amour. Parce que pour moi, vu que des personnes qui devaient me protéger m'ont touché quand j'étais petit, je me suis dit, mais c'est qu'ils m'aiment. C'est ça l'amour. Il faut toucher la personne, il faut toucher son intimité. Donc si la femme en face de moi ne voulait pas me connaître intimement, je dis, mais même pas, va voir ailleurs. Si tu m'aimes vraiment, on doit le faire. Donc, tu vois, cette pensée venait de là. Et beaucoup d'autres choses encore. C'est que tu grandis comme un adulte handicapé, psychologiquement, à cause d'un acte qui a été posé il y a 20 ans en arrière. 30 ans,
Ou 30 ans, tu vois. C'est très grave. Et surtout, il y a beaucoup d'hommes qui en parlent, en fait, au final. Hein. Moi, c'est pas la première fois qu'un homme, très privé même, m'en a déjà parlé, en fait, au final. C'est un fléau. C'est un fléau. Tu vois, donc j'en parle parce que j'avais besoin et j'ai eu les retours des gens. C'est qu'ils me disent, mais heureusement que t'en parles, moi aussi j'ai subi ça, j'ai subi ceci, j'ai subi Mais moi, cela. je pensais que c'était que des filles qui subissaient des choses Non. comme ça. Mais en fait, quand tu regardes sur l'échelle, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup Il y a d'hommes. beaucoup d'hommes. Moi j'ai subi ça, j'avais 4 ans. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était un oncle et une tante. Tu vois. Mais quand tu en parles, qu'est-ce qu'on te dit? On dit au Lingala, Kolobate, Nzambo Salat, Kolobate, Yaka famille. Tu vois, et ça, c'est ce que moi je reproche à beaucoup de parents, c'est que les enfants ne sont pas protégés. Moi, je n'ai pas été protégé. J'ai grandi comme ça, avec cette blessure qui m'a poursuivi dans toutes mes relations amicales, professionnelles ou amoureuses, et ça crée des dégâts. Tu vois, donc je parle de ça, je parle du coup de mon parcours professionnel, et puis je débat simplement ce que j'ai à cœur par rapport à tout ce que j'ai vécu. En fait, je lâche prise. Tu vois, voilà ce que j'ai vécu, c'est une étape de ma vie, moi je passe à autre chose. Je l'ai écrit parce que je sais que beaucoup de personnes ont vécu ce que j'ai vécu, mais ils n'ont pas eu l'opportunité d'en parler. Donc je me suis dit, je vais l'écrire, et voilà, c'était une thérapie en fait. C'est bien. Et depuis, ça va? Oui, depuis ça va. Depuis ça va, comme je te disais, reconstruction, je me suis reconstruit, ce qui était le plus important pour moi, et je me sens très bien. Mais c'est très touchant quand même de voir tout ce que tout le monde a à dire, en fait, tout ce que tout le monde cache, tout ce que tout le monde garde en fait en secret, tout ce que tout le monde ne dit pas surtout, parce que je pense que les gens ont beaucoup de choses quand même à dire. Bon. Et donc, il y a le A15, c'est ça? C'est ça, exactement. Je suis un boulimique de la connaissance, j'aime beaucoup apprendre. Je lis, j'étudie, j'apprends maladivement. Et une chose il y a plusieurs choses, mais un des points qui m'a vraiment frappé, en me regardant la communauté afrodescendante, c'est le manque de connaissances du secteur entrepreneurial. Je prends l'exemple par quelqu'un qui va se lancer. Beaucoup vont se dire, c'est l'erreur que j'avais faite aussi, je me lance, je laisse mon travail. Parce que je suis entrepreneur, j'y vais. Pourquoi? Tu as des charges, tu as des responsabilités. Exactement. Alors que c'est un cheminement et la plupart des entreprises meurent la première année. Donc je me suis dit, moi j'ai fait tellement d'erreurs et je vois d'autres personnes le faire. La lacune par rapport à la connaissance entrepreneuriale, je suis intéressé par ça, je me lance dans ça et je veux ça. Donc je me suis dit, on va transmettre la connaissance. C'est pour ça que bien sûr je ne suis pas seul, il y a toute une équipe derrière. Parce que sans la connaissance, c'est très compliqué d'avancer. Donc il y a la transmission de la connaissance, l'accompagnement dans la structuration du projet. La transmission de la connaissance, c'est quoi? Via des formations? Via l'accompagnement, c'est-à-dire que ça peut être en one shot une formation. C'est-à-dire que la personne dit, là on est coincé au niveau du marketing ou de la communication ou du commerce. On envoie un consultant qui va faire l'audit, etc. Et qui va du coup accompagner, apporter son expertise pour débloquer la situation. On règle les problèmes qu'ils rencontrent. Chaque problématique doit être solutionnée. Ou alors, c'est un accompagnement sur le court, moyen, long terme, dans lequel on va accompagner la personne dans sa structuration, ensuite son développement. Tout dépend vraiment du besoin de la personne. Exactement. D'accord. C'est quoi ta vision de la vie? Aujourd'hui, vu que j'ai connu les deux, j'ai vécu dans l'abondance et j'ai vécu dans la disette, et qu'aujourd'hui j'ai la vision des deux, pour moi la vie que je veux, c'est partager des moments de qualité avec les gens que j'aime. Rien d'autre. Mais aujourd'hui tu t'es rendu compte quand même que la vie est un cadeau. La vie est belle. Malgré tout ce qui t'est arrivé dans la vie. Il y a quelqu'un qui disait merci pour les roses et merci pour les épines. Tu ne peux pas avoir les roses sans les épines. Donc pour avoir la rose et en profiter, il faut la prendre délicatement. Tu vois, et la vie, quand tu veux la brusquer, elle va te piquer, elle va te faire mal.
Donc la vie est très belle, la vie mérite d'être vécue, la vie est magnifique. Je vois les choses différemment aujourd'hui. Tu vois, moi j'aime la vie, j'aime vivre et c'est pas la vision que j'avais avant. La vie est belle. Ouais. Mais as-tu un rêve? On a tous un rêve. Hein. Il y en a, ils ont un rêve américain. Non, après, moi, je te promets, hein, Massi, c'est que je veux déjà avoir ce moment de qualité, comme j'ai les miens, mais au-delà de ça, c'est maladif. Je dors très mal par rapport à ça, des fois. Je dors en y pensant, c'est que je rêve, ben, disons-le comme ça, je rêve de voir le Congo à la place à laquelle elle doit être. D'accord. C'est très profond, ça. Ouais. Parce que le monde nous aime lorsqu'on est dans le divertissement, mais lorsqu'on rentre dans la sphère intellectuelle, entrepreneuriale et autres, on n'est pas les bienvenus. On nous aime lorsqu'on divertit le monde. Exactement. Les Congolais aiment danser, les Congolais aiment s'habiller, les Congolais aiment chanter. C'est bien rester là. C'est bien rester là-bas. Alors que non. Alors qu'on a plus que ça. On a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus en fait. Donc ça c'est un rêve pour moi de pouvoir rehausser ce niveau par le travail que nous faisons. On n'a pas fait l'appellation. Même ça je ne veux plus. Tu veux plus? Non. D'accord, je ne suis pas formateur, t'as pas. Non, parce que tu sais. T'as pas une appellation? Non, la titromanie, c'est pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste que. Parce qu'on doit bien t'adresser en tant que quelqu'un, oui, monsieur. Fondateur de l'organisme A15. Fondateur de l'organisme. Ouais. D'accord. En tant que fondateur de l'organisme A15, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui aujourd'hui ont peur de se lancer, qui aujourd'hui sont dans des difficultés, sachant que toi, tu as vraiment été dans des difficultés pas possibles, tu as été SDF, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, tu t'es quand même en sortie. Et par-dessus tout, tu as ton entreprise, tu as toutes ces choses qui fonctionnent. Donc, qu'est-ce que tu pourrais vraiment dire à toutes ces personnes? Parce qu'au-dessus de tout ça, toi, tu es croyant aussi. Oui. Tu as fait jouer ta foi, mine de rien. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes? Ouais. La peur, c'est tout à fait normal. La peur, c'est tout à fait normal. La problématique, c'est quand on se laisse dominer par la peur. Elle nous paralyse. On devient paralysé. Donc, avoir peur, c'est normal. Mais il faut avoir le courage pour surmonter la peur et se lancer. Et souvent, il y a quelqu'un qui disait que les résultats que l'on attend se trouvent derrière la peur qui nous bloque. Donc, avoir peur, c'est normal, mais il faut aller chercher ce courage pour aller au-delà. Les difficultés, on en aura toujours. On aura toujours des difficultés. Et encore une fois, les difficultés, ce ne sont pas ici des étapes. Ce sont juste un peu comme des escaliers que tu dois surmonter pour avancer. Ce sont des leviers qui t'aident à aller plus loin. Et malheureusement, beaucoup de personnes s'arrêtent de difficultés et soit elles abandonnent ou soit elles décident de stagner. Et ça, c'est aussi un problème parce qu'il y a un manque de formation. Parce que là, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, il faut se dire qu'on se lance pour embrasser les problèmes. Exactement. Il n'y a que ça. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes. Donc, difficulté, il y en aura. La peur, c'est normal. Il faut aller au-delà. Les difficultés arrivent, tu les transcendes et tu avances. Et puis, bien sûr, pour moi, aujourd'hui, tu sais, c'est que si tu veux vraiment aller loin dans ce que tu fais, il faut être authentique. Il faut être authentique. Donc, être vrai dans ce que tu fais, parce que les gens achètent des personnes qui leur ressemblent. Tu vois, donc, avant d'acheter ton produit ou ton service, c'est toi qu'on va acheter. Donc, être authentique, être vrai, et donner au monde le meilleur de toi-même. Et tout va bien se passer. En tout cas, merci Akin. À part ça, tu aimerais rajouter quelque chose? Ah, tu sais, je parle très peu. Si tu poses pas de questions, je n'ai rien à dire. C'est vrai. Donc, s'il y a des personnes qui vivent ce que moi j'ai vécu, qui passent par des situations que moi j'ai pu vivre, dites-vous que si moi j'ai pu m'en sortir, c'est que vous pouvez également vous en sortir et que la précarité est temporaire.
Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez accomplir et de ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez réussir, il n'y a strictement personne qui peut vous empêcher de réussir et d'accomplir ce que vous voulez. Ouais. Merci beaucoup, Hakim. C'était Pressica et Hakim Ngoni.